De retour à cette émission spéciale à quelques secondes de ce point de presse de François Legault, où on a apparemment décidé d'être beaucoup plus clair envers les CHSLD. Bon, il y a les résidences privées pour personnes âgées. Ça, c'est réglé. On va permettre aux gens d'aller prendre une marche. Comme les gens qui habitent en appartement, les personnes âgées, ils peuvent aller prendre une marche. Bien, ça sera la même chose pour les résidences pour personnes âgées. Là, il y a des gens qui disaient ça n'a plus de bon sens. On est traités comme des enfants de 2 ans. Dans les CHSLD, M. Legault, apparemment, Sébastien Rebonjour, va nous dire, écoutez, là, essayez pas de lire entre les lignes des directives. Là. Quand un proche aidant a eu accès, arrangez-vous qu'il puisse encore avoir accès dans un corridor sécuritaire, bien sûr. Voilà, et c'est le mot important, sécuritaire, c'est-à-dire que il n'y a personne qui veut aller là, dans un CHSLD, apporter la maladie ou se rendre lui-même malade. Mais on constate que le rôle des proches aidants est extrêmement important en temps normal et encore plus en période de COVID. C'est-à-dire que ces gens-là apportent évidemment des soins à leurs proches, mais non seulement des soins, mais un réconfort émotif aussi, qui est essentiel en cette période où les gens doivent être isolés ou s'isolent, où la maladie frappe. Alors, il y a déjà une directive qui a été envoyée par le gouvernement de dire « ouvrez les portes » à certaines conditions, si on s'assure que la protection est assurée. Mais semble-t-il que ça devenait des échappatoires pour certains CHSLD ou certaines résidences pour dire « vous pouvez pas venir, la situation ne s'y prête pas ». Là, M. Legault va dire qu'il veut que les portes soient ouvertes pour les proches aidants. Puis, il veut que ce réconfort-là puisse être donné à ces proches-là. Et il sera donc en compagnie, j'ai dit tout à l'heure, de Mme McCann, mais aujourd'hui, c'est Marguerite Blais, pour répondre justement à ce genre de questions-là aussi. Ben oui, puis ils arrivent, puis parce que les proches aidants, on en parle depuis plusieurs semaines avec raison, et cette histoire-là nous a bouleversés hier de cet homme qui a rendu sa mère, qui a redonné vie à sa mère, qui vit toujours et qui voudrait le revoir avant qu'elle meure. Alors, on verra. Les proches aidants, disais-je, sont importants en tout temps. Vous l'avez dit, Sébastien, ils sont encore plus importants quand il manque de personnel. Il va sans dire. Quand les gens sont débordés, n'arrivent pas à aller dans chaque chambre de façon régulière pour aller porter de l'eau, réconfort, une main, même une main gantée sur les cheveux, ça reste une main gantée sur les cheveux. C'est mieux que rien. Alors, on verra comment tout ça sera éclairci pour que dans le réseau, bien, le message soit bien entendu. Il y a Véronique Yvon du Parti québécois qui s'inquiétait également depuis plusieurs jours sur cette question. Et vous parliez des renforts dans les CHSLD. On se questionne aussi où est l'armée. Il y en a 350 sur les 1000 qui sont déployés actuellement, semble-t-il. Bon, merci Sébastien. On se retrouve après. Parole au premier ministre, à Mme Blais et à Dr Arruda. Point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a malheureusement 118 nouveaux décès pour un total de 2398. Donc, évidemment, mes pensées vont aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 33 417 cas confirmés, une augmentation de 794. On a 1821 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a toujours 218 personnes aux soins intensifs, donc le même nombre depuis 2 jours. Principal problème qu'on a encore actuellement, c'est le manque de personnel, surtout du personnel à temps plein. On est rendu, malheureusement, dans l'ensemble du réseau de la santé, on est rendu à 11 200 personnes qui sont absentes, soit infectées, soit à risque d'être infectées, soit peur d'être infectées. Donc, évidemment, je ne suis pas besoin de vous dire que ça met une pression énorme sur l'ensemble du réseau, pas seulement les CHSLD, mais aussi les hôpitaux. Donc, il y en a beaucoup qui sont absents. Puis, il faut ajouter à ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, mais pas à temps plein. Donc, la situation est encore pire que le 11 200, dans le fond. Donc, évidemment, ce n'est pas une situation idéale pour limiter le nombre de contacts avec les résidents. Étant donné qu'il y a des gens à temps partiel, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont des contacts avec chacun des résidents. Donc, pour la propagation du virus,
c'est pas idéal. Puis évidemment, mais le fait qu'il y ait 11 200 employés absents puis des gens à temps partiel, ça met une pression énorme sur les employés qui travaillent. Donc, des longues heures de travail, du temps supplémentaire, pas de possibilité souvent de prendre des vacances. Donc, je lance un appel encore aujourd'hui. D'abord, aux employés qui ont fini leur quarantaine, parce qu'il y en a à peu près le tiers là, dans les 11 200 qui techniquement pourraient revenir. Donc, je lance un appel à ces personnes. Là, on est comme dans une guerre, puis on a vraiment, plus que jamais, besoin de vous autres. Je lance aussi un appel aux gens qui n'ont pas nécessairement de qualification, mais qui pourraient venir nous aider, entre autres dans les CHSLD. Ça nous permettrait d'envoyer des gens, de retourner certaines personnes dans les hôpitaux, donc de mieux équilibrer l'ensemble du réseau. Je veux vous dire aussi que j'ai donné un mandat au président du Conseil du Trésor pour élaborer des nouvelles primes, pour convaincre plus d'employés, plus de personnes à l'extérieur du réseau de venir travailler à temps plein. Là. Je veux vraiment qu'on se concentre sur le temps plein étant un certain nombre d'heures par mois. C'est important qu'on ait une stabilité. Bon, évidemment, c'est pas simple. On a déjà des primes qui sont en place. Faut être certain qu'en mettant des primes dans le réseau public, qu'on ne vienne pas déshabiller un pour habiller l'autre du côté du secteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de regarder l'ensemble du dossier avec Christian Dubé. On devrait être capable, là, rapidement, là, je l'espère même demain, être capable d'annoncer des nouvelles primes pour convaincre plus d'employés de travailler à temps plein dans le réseau de la santé. C'est incontournable pour être capable là, de dégager les marges de manœuvre qu'on a besoin. Je suis content aujourd'hui d'avoir la ministre responsable des aînés et des proches aidants avec moi. Marguerite continue de suivre de très près la situation. Évidemment, c'est difficile de faire des miracles avec le nombre d'employés qui sont absents dans le réseau. Bon, il y a une petite commande aussi que je lui avais donnée il y a quelques jours de dire, bon, vous vous en rappelez, dès le début de la crise, on s'est dit faut limiter les entrées et les sorties dans les résidences pour aînés pour éviter que trop de personnes soient infectées. Il y a quelques semaines, on a demandé aux directions des différentes résidences de permettre aux proches aidants de venir voir leurs parents. Malheureusement, puis souvent c'est vous qui me l'avez dit, les journalistes, il y a certaines résidences où la direction ne permet pas, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, aux proches aidants de venir voir leurs proches. Et puis, je pense que Marguerite et moi, là, on trouve ça pas humain que pendant 2 mois, une personne n'ait pas pu voir ses enfants. Ça n'a comme pas de bon sens. Je comprends la raison pourquoi on fait ça. On veut éviter la propagation du virus, donc on veut protéger la santé physique, mais il ne faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Marguerite de prendre les grands moyens. Elle va vous expliquer comment et quand elle va faire ça. Mais on veut s'assurer que ça devienne la règle, que les proches aidants soient acceptés, là, quitte à mettre des procédures comme Marguerite va vous l'expliquer tantôt. De l'autre côté, j'ai demandé aussi au docteur Arruda de voir est-ce qu'on peut permettre les sorties. Parce que là, actuellement, il y a des gens, ça fait 2 mois qui n'ont pas sorti de leur résidence. Encore là, c'est dur pour la santé mentale. Je pense que c'est important de prendre l'air, puis le docteur Arruda est d'accord avec ça. Donc, docteur Arruda va tantôt vous expliquer les règles qu'on va mettre en place pour qu'on permette aux gens là, davantage d'aller prendre l'air, de sortir des résidences, de retrouver un peu de liberté, ce qui est primordial pour leur équilibre mental. Donc, je vais par la suite là, passer la parole à Marguerite et au docteur Arruda.
Je veux revenir sur l'ouverture des commerces en région. Hier, on me dit que ça s'est bien passé. On me dit qu'il y a beaucoup de commerçants là, qui sont très ingénieux, débrouillards, qui ont mis toutes sortes de procédures en place pour, entre autres, protéger le fameux 2 mètres de distance, soit entre les employés, entre eux, ou soit entre les employés et les clients. Donc, ça se passe bien. Très content de cette étape qui est passée. Je veux revenir sur l'ouverture des écoles puis des services de garderie en région, donc à l'extérieur de Montréal, qui est prévu pour lundi prochain. Encore là, je fais encore un appel à la souplesse, à la flexibilité. Vous avez entendu le ministre de l'Éducation dire que ça peut se faire sur quelques jours, l'ouverture des écoles ou des garderies. Puis moi, je voudrais que tous les Québécois, les enseignants, les parents, que tout le monde se mette en mode solution. Pas en mode « je cherche des problèmes », mais en mode « je cherche des solutions ». On fait ça pour le bien des enfants. Mes remerciements du jour, bien, ça va être pour nos aînés qui sont dans les résidences. On va, vous allez le voir tantôt, là, permettre plus de visites des proches aidants, permettre plus de sorties des résidents. Je veux vous dire merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre compréhension. Mais en même temps, soyons prudents pour la suite des choses. Mais je comprends très bien là, que c'est important de vous donner un peu plus de liberté puis de voir votre monde un peu plus. Je termine en répétant peut-être une consigne que je vais répéter peut-être pendant les semaines, peut-être aussi des mois, le 2 mètres, le 6 pieds. Il faut absolument là, que tout le monde, surtout quand on est avec des personnes de 60 ans et plus, mais de façon générale, pour éviter la propagation, puis pour être capable, entre autres à Montréal, de se donner la marge de manœuvre pour déconfiner un peu, il faut que le 2 mètres, le 6 pieds de distance entre les personnes soit respecté. Donc, je compte sur vous. On a besoin de vous pour être capable de franchir d'autres étapes. Merci. Good afternoon. We still need more staff in our health. Bonjour, nous avons encore besoin de personnel dans notre système de santé. Nous travaillons sur un nouveau plan de boni pour les gens qui vont venir travailler à temps plein. Aujourd'hui, nous annonçons des mesures graduelles afin d'adoucir les règles pour nos aînés. Nous savons que la situation est fort difficile. Les gens autonomes ont été isolés depuis 2 mois maintenant. Nous l'avons imposé pour des raisons de santé publique et il est temps qu'ils puissent retourner à une vie un peu plus normale. Bien sûr, le virus est toujours là et il nous faut faire preuve de prudence. Chacun devra suivre les règles et continuer notre distanciation sociale. Je compte sur vous tous. Merci. Vous êtes prêt à prendre les questions? Marguerite, Non, excusez. oui, parfait. Marguerite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Dr Arruda, Mesdames et Messieurs, en voulant protéger nos aînés qui vivent dans des résidences, on leur a enlevé aussi beaucoup de liberté de mouvement. On les a coupés de leurs proches. Il fallait le faire, mais l'heure est venue d'assouplir graduellement les règles pour leur redonner une vie plus normale et pour amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer. Je vais laisser le docteur Arruda vous expliquer les modalités, mais en gros, ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision et ils pourront rencontrer leurs proches. J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère, sauf exception, que ce soit dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires, dans les résidences privées pour aînés, que ce soit dans les ressources de type familial. Quand il y a aussi des personnes et des enfants handicapés, le proche aidant pourra aller visiter ces personnes. On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès aux proches aidants, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les proches aidants devront respecter les protocoles de prévention des infections et faciliter la vie du personnel. Mais ils pourront enfin s'occuper de leurs proches. Et finalement, une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois. Et les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visite dans les soins palliatifs des milieux de vie. Ainsi, les visites seront permises dans tous les milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie. Vous pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire adieu à leurs enfants ou à leurs conjoints. En terminant, je veux dire une chose très importante. Assouplissement ne veut pas dire relâchement. Et comme l'a dit le premier ministre, le mot d'ordre, c'est la prudence. Soyons prudents. Merci. Merci, maintenant, Dr. Arruda. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs. Moi, de mon côté, j'aimerais vous donner un peu plus de détails sur le plan de sortie des résidences pour personnes âgées qui vient d'être annoncé par le Premier ministre et la ministre. C'est important de se rappeler qu'à l'image de tout ce qu'on fait actuellement dans le contexte des réouvertures ou des déconfinements, cette permission-là, elle doit être graduelle et ce n'est pas... je vais inviter et je vais féliciter la population québécoise d'avoir quand même respecté les consignes. Et vous savez, nos déconfinements vont être aussi aidés par le fait que les gens ne vont pas interpréter ça comme étant revenir à la vie normale qu'on avait avant la pandémie. La distanciation, les protections des personnes les plus âgées demeurent un élément important. Mais vous savez très bien que le confinement a des impacts sur tous. Hein? Ça a des impacts sur nous en termes jeunes, plus jeunes ou moins jeunes, enfants, jeunes adolescents, adultes, personnes âgées. Mais on sait très bien que les personnes âgées sont à plus haut risque de problèmes. Hein? Non-stimulation, s'ils marchent moins, leurs muscles vont devenir moins performants, ils ont des plus grands risques de chute. Ils vont devenir moins autonomes, perte d'indépendance. Au point de vue cognitif, un cerveau qui n'est pas stimulé entraîne même des atrophies cérébrales qui ont été démontrées dans des cascades. Donc, c'est important de stimuler comme tel. Puis, il y a des pertes de liens sociaux qui sont majeures quand on est plus aîné, qu'on est en plus grande fragilité. Donc, le confinement entraîne particulièrement chez les personnes âgées une sous-stimulation et l'isolement entraîne, au-delà des pertes cognitives ou musculaires, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et même de la peur. Fait que dans les faits, il faut comprendre que maintenant qu'on est au fait, que les gens ont compris que le COVID-19 peut être sérieux puis entraîne malheureusement beaucoup de morts, on pense qu'on peut laisser nos gens maintenant là, réduire un peu ce qu'on faisait en termes de confinement ou d'empêcher d'aller à l'extérieur, parce que les personnes aînées autonomes, à mon avis, doivent maintenir leur acquis et leur indépendance. À mon avis, ça devient crucial en termes de santé. Afin de réduire au maximum les effets de confinement sur la condition physique et mentale, on va donc mettre certains assouplissements à partir de certaines dates spécifiques. Mais je vous avise, comme pour tous les autres secteurs, quand on le fait, les mesures pourront être réintroduites si jamais il y avait une problématique particulière qui se présenterait dans une région. Cette liberté plus grande par rapport aux visites à l'extérieur sans supervision, je vais le dire tantôt, va être nécessaire à respecter en tout temps. Il y a des conditions. Il ne peut pas y avoir de cas dans la résidence où vous êtes parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être en incubation puis transporter le virus à l'extérieur. Ça prend des respects des consignes sanitaires qui vont être applicables à tous. Distanciation physique d'au moins 2 mètres, le fameux 6 pieds. On va répéter avec les autres personnes qui ne vivent pas avec eux. Ça va prendre une hygiène des mains à la sortie puis au retour des résidences. Lavage de mains, lavage de mains, lavage de mains. On va demander aux gens de porter un couvre-visage dans les lieux publics pour éviter, surtout s'ils rentrent en contact en moins de 2 mètres, mais particulièrement, on va leur demander. Puis, il faut ajouter le couvre-visage, je l'ai toujours dit, avec les autres mesures d'hygiène et de distanciation physique. De façon générale, dès aujourd'hui, on retire l'obligation que les marches extérieures soient supervisées. Je pense que nos aînés, à moins que quelqu'un ait besoin
de quelqu'un pour l'aider à marcher là, comme tel, mais quelqu'un qui est autonome n'a pas besoin de chaperon à partir de maintenant pour aller prendre une marche à l'extérieur. Bon, on leur demande encore les mêmes consignes. On peut maintenant rencontrer un résident, la famille peut le rencontrer à l'extérieur, dans une chance qu'on est en beau temps, on n'est pas en température d'hiver, là. Maintenant, une distance de 2 mètres en tout temps. Puis des horaires de visite pourraient être organisés, notamment par l'établissement, pour éviter le rassemblement, tout le monde à l'extérieur. Puis les gens pourront faire une activité à l'intérieur ou à l'extérieur s'il y a une distanciation physique qui est maintenue. Donc, tout ça visant à ce que les gens puissent marcher et maintenir leur masse musculaire. Dès le 11 mai, on va mettre en place des mesures spécifiques réservées aux aînés dans les commerces essentiels, ainsi qu'une permission de fréquenter les commerces essentiels comme l'épicerie, la pharmacie pour les personnes de 70 ans et plus. On a vu des gens à un moment donné qui refusaient même d'accueillir les gens et écartaient les personnes. Ça, c'est terminé, là, dans le fond. Puis on va réserver des périodes spéciales où, à ce moment-là, on va s'assurer qu'il y a moins de monde, qu'on les expose moins à des risques potentiels. Les nouvelles mesures applicables varient selon la catégorie d'RPA, par exemple autonome, semi-autonome et la région, si jamais il y a des éclosions comme telles, mais ça se fait actuellement partout. On tient à remercier les propriétaires des RPA pour leur étroite collaboration afin de respecter les conditions. Je pense que les propriétaires, c'est peut-être un changement pour eux et aussi les autres locataires, parce qu'il y en a qui avaient beaucoup de craintes quand les gens sortaient. Mais je pense qu'on est rendu là. Les impacts à la santé sont beaucoup trop grands pour qu'on reste de la même façon. Je pense que les règles d'hygiène et la distanciation devront être favorisées notamment par les propriétaires de RPA et ils pourraient aussi tenir, pour nous aider dans le cas d'enquête épidémiologique, si jamais il y avait des éclosions, la tenue d'un registre des entrées et des sorties. Ça pourrait être aidant pour faire l'enquête. Bon, c'est une nouvelle étape. On sait que ça va avoir des impacts positifs sur la santé des gens. Ça va probablement avoir un impact sur leur santé physique et leur santé mentale. Puis ça donne un peu d'espoir, je pense, à tous, avec ce printemps qui nous revient, mais encore dans une perspective où, je vous dirais, il y a certains enjeux. On va suivre l'évolution de très près, comme le reste. Comme j'ai toujours dit, ce qui est vrai aujourd'hui peut être différent demain, mais pour le moment, essayons. Si tout le monde collabore, la probabilité qu'on ait à revenir en arrière est beaucoup plus faible, alors que si les gens ne respectent pas les consignes, ça va risquer d'être un élément. Je voudrais peut-être un peu aussi ajouter en lien, non pas avec ce que je dis là, mais autre chose. D'ailleurs, vous n'êtes pas au courant, M. le Premier ministre, vous allez l'apprendre en même temps. Vous savez, les territoires administratifs, les territoires sanitaires, là, c'est des découpages qui ne sont pas faits en fonction de l'épidémiologie du coronavirus. C'est-à-dire que quand on parle de la communauté Montréal métropolitaine, ça correspond à une certaine entité. Mais si jamais on se rend compte dans l'épidémiologie qu'il y a une certaine zone qui ressemble à la zone de la CMM, ça pourrait être extensionné. On a entendu parler de Joliette actuellement, qui a des préoccupations par rapport à l'ouverture en même temps que les autres comme telles. Il est possible qu'on arrive avec des recommandations différentes, non pas parce que c'est une ville ou un autre, mais c'est carrément en lien avec l'épidémiologie. Je voulais quand même vous le dire, parce qu'il y a des probabilités que peut-être que la région CMM soit ajustée en fonction des données épidémiologiques des derniers jours. Donc, je ne veux pas dire que ça va être le cas, mais au moment où on aura les données épidémiologiques pour justifier changer de catégorie un territoire qui était considéré froid, mais comme étant potentiellement plus chaud, on réajustera nos dates. Comme on l'a toujours dit, c'est une analyse quotidienne qui est faite des données. Merci tout le monde. Merci à vous trois. Donc, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Avec toutes les annonces de déconfinement des derniers jours, je crois qu'il y a peut-être une incertitude ou un flou. Est-ce que moi, samedi après-midi, je peux inviter des amis dans ma cour si on garde nos chaises à 2 mètres? Bien, écoutez, comme je vous l'ai dit, là, actuellement encore, mais ça s'en vient, si vous me permettez. On veut y aller par étapes. On veut éviter les rassemblements. OK? Et on sait, je vais vous expliquer le pourquoi. Puis j'aimerais ça, comme on déconfine plusieurs choses, il faut être en mesure de mesurer qu'est-ce qui est en train de se passer. La nature étant ce qu'elle est. Pas que les gens ne sont pas fins, là, c'est naturel. Si on met 2-3 familles ensemble qui se font un souper à barbecue,
Je veux dire, il va y en avoir des contacts plus fréquents. La probabilité est plus... C'est difficile, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de maintenir le 2 mètres. Déjà, de le maintenir dans la rue, c'est plus facile, quand on se croise, etc. Mais un rassemblement, là, je suis sûr que moi, j'aurais le goût de donner un bec à mon fils, même en disant c'est pas grave. Donc, pour le moment, mais ça va venir. Décourageons-nous pas. C'est ça que je veux qu'on se dise, ça va venir, décourageons-nous pas. Parce que laissons-nous au moins mesurer les effets. Déjà que beaucoup disent qu'on va vite, hein? Il y a plein de commentaires par rapport à ça. Laissez-nous le temps de mesurer les effets de ce qu'on met en place. Puis, à ce moment-là, je vais vous demander encore d'être un peu patient. Je suis le premier à avoir envie de faire un barbecue à l'extérieur à 2 mètres de distance. Mais je sais très bien que ce 2 mètres-là, il n'est pas si facile que ça dans un contexte de repas puis de rassemblement. Que les gens se voient dans le devant de maison, dans le parking de la voiture, à 2 mètres de distance, c'est une chose. Mais un rassemblement pour un repas, c'en est une autre. Merci. Madame Blais, c'est votre 3e mandat, si je ne me trompe pas, comme ministre responsable des aînés. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus ou de mieux dans les dernières années pour que, sans évidemment éviter la crise, parce qu'on voit que ça s'est passé partout, mais pour atténuer peut-être la crise? Bien, comme je l'ai déjà mentionné, dans un précédent gouvernement, j'aurais voulu faire plus, entre autres concernant les CHSLD, mais c'était dans le ministère de la Santé et des Services sociaux. Quand je suis arrivée avec M. Legault, on avait un plan et j'aurais voulu aller plus vite. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'on soit en mesure d'implanter ce plan-là qui était, entre autres, le nouveau modèle d'hébergement pour nos personnes qui, en général, dans les CHSLD, ont 80 des troubles neurocognitifs majeurs. Refaire tous nos CHSLD, 25 CHSLD qu'on veut refaire, avoir eu le temps de déposer la première politique de soins, d'hébergement et de longue durée, la première politique pour les proches aidants. On investit plus en maintien à domicile, il va falloir le faire. Restructurer finalement ces milieux de vie-là. On le voit là actuellement, là, la difficulté. Alors, c'est un moment très important pour être en mesure d'aller encore plus vite. Prendre une vitesse grand V pour repenser tous ces milieux-là, pour prendre chacune des pierres, les retourner et comment on peut faire mieux. Même avant la pandémie, il manquait de personnel dans nos CHSLD. Là, on voit qu'il manque du personnel parce qu'il y a des gens qui sont malades pour toutes sortes de raisons. Alors, Monsieur le Premier ministre fait toujours un appel à « je contribue ». On a besoin de ce personnel-là. Alors, il va falloir qu'on change notre façon de voir les gens qui travaillent dans ces milieux-là. Il va falloir mieux les payer. Il l'avait annoncé. Il va falloir leur donner de meilleures conditions de travail également. Merci. Proche. Oui, allez-y. Vous savez, je voudrais vous dire une chose, parce que je reçois des courriels. Quand on fait des points de presse live, en direct, on peut dire des choses, des fois, qui peuvent blesser certaines personnes. On prend des exemples, et les gens vont penser qu'on les catégorise comme tels. Mais là, je veux juste dire à ma femme, puis à mon garçon, puis ma fille, que j'ai dit tantôt, j'embrasserais mon garçon, mais j'embrasserais autant ma femme, puis mes 3 enfants. Parce que je pense pas qu'il m'aurait fait de reproche. Par exemple, on m'a reproché, puis je tiens à le dire, là, j'ai parlé que je devenais quasiment schizophrénique ou psychotique parce que je parlais toujours de masques et de lavage de mains, puis il y a des associations qui défendent ces personnes-là qui ont été touchées. Donc, si jamais, là, dans les points de presse, je prends des exemples qui pourraient blesser des personnes, soyez assurés que j'en fais mes excuses. C'est fait, c'est dit, et puis je vais juste vous dire à ma famille que je vous aime. Merci. Excusez-moi. Alors, c'est noté. Prochaine question, Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. Salutations à votre famille, Dr. Arruda. Depuis que vous avez annoncé que les proches aidants pouvaient retourner dans les ressources à la mi-avril, si je ne me trompe pas, combien y en a de ces proches aidants-là qui ont pu retourner dans les ressources? Et puis, Madame la ministre, vous parlez d'un nouveau paradigme. Donc, quelles sont les exceptions qui vont être acceptées par votre ministère pour qu'on puisse refuser des proches aidants? Vous parlez de la consigne du 14 avril où on avait permis aux proches aidants significatifs d'aller visiter leurs proches dans les CHSLD. On s'est rendu compte que la consigne était accueillie de façon asymétrique par les établissements.
Donc, il y a des établissements qui refusaient, pour certaines raisons, les proches aidants. Aussi parce qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Il faut les accueillir, il faut qu'il y ait des personnes à l'accueil pour accompagner le proche aidant, etc. Mais là, ce qu'on dit quand on change de paradigme, c'est que tous les milieux devront accueillir le proche aidant. Et si, pour une raison ou une autre, l'établissement veut se soustraire à cette consigne, il devra en faire part au ministère de la Santé et des Services sociaux qui donnera sa réponse. Si vous me permettez, en genre d'éléments techniques, disons que quelqu'un ne respecterait pas les consignes. N'aurait pas déjà respecté, aurait des comportements qui seraient inappropriés. Je veux dire, dans les faits, c'est qu'on veut se laisser quand même la marge de manœuvre. C'est une situation particulière dans une unité, que de la transmission trop active, etc. Mais en fait, compte, comme dit Mme Blais, on inverse le fardeau de la preuve. C'est comme si, dans les faits, c'est pour tout le monde, sauf exception. Puis là, à ce moment-là, chacune des situations sera analysée. Oui, Monsieur le Premier ministre, on connaît vos... vous avez tendance à vouloir tenir les gens responsables quand ils font des erreurs. Dans le contexte, on a vu plusieurs cas de délinquance, entre guillemets, de la part de PDG, de CIS ou de CIUS, par exemple, qui ont mal protégé leurs employés. Est-ce qu'il y a des directeurs ou des PDG qui vont perdre leur emploi au terme de la crise? Bien, écoutez, là, c'est un processus qui est continuel. S'assurer qu'on a des PDG de CIS et de CIUS qui sont compétents. Il y a eu déjà, depuis 1 an et demi, beaucoup de changements qui ont été faits. Il y en aura d'autres qui vont venir. Je pense que c'est un processus qui est continuel. Peut-être qu'effectivement, dans la crise, on peut parfois voir davantage et mieux certaines lacunes, mais c'est un processus qui est continuel. Donc, moi, je veux être certain, dans les CIS et les CIUS, qui ont des grandes responsabilités, les présidents, entre autres la responsabilité des CHSLD, que ceux qui n'ont pas les compétences de gestion requises vont être remplacés. Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, La Presse. Oui. Bonjour. D'abord, Monsieur le Premier ministre, je reviens sur votre nouvel appel au renfort. Vous utilisez beaucoup l'image de la guerre. Pourquoi vous n'utilisez pas la conscription? Parce que, en vertu, c'est une image, évidemment, mais en vertu de l'état d'urgence sanitaire, vous le savez, vous avez le pouvoir de réaffecter le personnel de l'État où vous le voulez, à vos conditions. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas recours à cette disposition-là? Est-ce que vous craignez des contestations? Bien, idéalement, ce qu'on veut toujours, c'est d'avoir des gens qui ont le goût d'aller travailler auprès de personnes aînées, vulnérables, malades, de forcer quelqu'un à aller travailler auprès de patients, de résidents qui sont en difficulté. Je ne pense pas, en tout cas, que ça devrait être le premier choix. Non, pas le premier. Bon, là, ce que je vous dis, c'est que peut-être l'arme qui nous reste, c'est la bonification de la rémunération. Pour l'instant, bon, vous le savez, on est en négociation avec les syndicats pour bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Mais là, ce que j'ai demandé au président du Conseil du Trésor, c'est à court terme, disons, pour les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce qu'on est capable de bonifier les salaires pour inciter, motiver, mobiliser des gens à venir travailler dans le réseau de la santé. Moi, je préfère ça à la conscription. Maintenant, vous annoncez aujourd'hui une nouvelle étape, comme l'a dit le docteur Arruda, dans le déconfinement, qui vise cette fois donc les personnes qui habitent les RPA. Vous avez indiqué des critères pour arriver à cette étape de déconfinement, mais j'aimerais savoir quels sont les indicateurs que vous utilisez pour déterminer à un moment ou à un autre, là, on ne le souhaite pas, là, mais qu'il y ait nécessité de reconfinement. Quel est l'indicateur qui va vous signaler qu'en cours de route, parce que vous dites que vous allez suivre la situation de très près, quel indicateur vous allez utiliser pour déterminer qu'il y a lieu de revenir à un confinement obligatoire? Bien, je vais peut-être laisser le docteur Arruda compléter. Ça va être le développement des... Oui, oui. Oh, oui, je peux y aller? Je compléterai. Voulez-vous compléter avant? Non, on va aller. Ah, OK. Bien, écoutez, Monsieur le Premier ministre, merci. Écoutez, ça va être en lien avec l'observation d'éclosions qui pourraient être attachées aux mesures qu'on met en place.
Prenons un exemple. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éclosions dans les milieux scolaires, puis il va en avoir une, mais qu'il y a vraiment une transmission qui des milieux scolaires vont dans la communauté puis qui infectent, etc., on pourrait à ce moment-là revenir. Si dans les RPA, on se rend compte que... parce que là, je tiens à vous dire, c'est pas un déconfinement, c'est un assouplissement des mesures. Hein? J'aimerais ça qu'on fasse la distinction. Là. Le robinet est ouvert un peu, c'est-à-dire on laisse les gens sortir, etc. On les déconfine pas complètement. Dans le fond, on leur dit pas, allez passer votre journée à l'extérieur, puis magasiner partout, etc. Donc, ça va être à l'analyse de l'épidémiologie qui va se faire. Est-ce qu'on va avoir une augmentation des taux d'hospitalisation, par exemple? Les cas, comme on va tester beaucoup plus, on va avoir des cas. Il faut comprendre que les cas, là, quand on dit on va prendre un critère de nombre de cas pour être capable de déconfiner, mais on n'a rien qu'à arrêter de tester, puis on va l'atteindre de 200 ou le 500 ou le 600. C'est vraiment les hospitalisations et les personnes qui sont aux soins intensifs. Mais avant ça, avant qu'on ait ça, c'est l'analyse qu'on appelle des agrégats, des cas qui sont associés à des contacts, puis pour lesquels on pense qu'on pourrait perdre de contrôle. Puis on va voir, à ce moment-là, quels sont les comportements qu'ils ont fait. Si c'est une affaire qui a été générée par un milieu de travail, c'est différent. Si c'est une affaire parce que les gens sont allés se promener dans la communauté, c'est une autre chose. Merci. Maintenant, au tour de Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour à vous trois. Monsieur Arruda, vous avez dit tout à l'heure que les aînés pourront se rendre dans les commerces essentiels à compter du 11 mai sous certaines conditions. J'aurais aimé que vous expliquiez davantage qu'est-ce que vous entendez par là. Donc, il y aura une plage horaire réservée. Il va y avoir des plages horaires spécifiques là, pour leur permettre d'y aller, pour éviter, pour être sûr compte tenu que c'est une clientèle à plus haut risque d'attraper des maladies, je ne sais pas si vous comprenez comparativement aux autres. Dès le 11 mai, il est suggéré, même pour les RPA qui pourraient avoir à transporter du monde ou à une certaine distanciation ou se rendre, il va y avoir des périodes spécifiques réservées aux aînés dans des commerces essentiels, puis en fonction de certains horaires. C'est surtout ça, là, puis des modalités aussi qui vont être définies. Parce que nous, on a beau lancer cette consigne au niveau central, il faut qu'après ça, au niveau opérationnel, les propriétaires puissent prendre des mesures, puis il va y avoir des guides qui vont leur être donnés. Excusez, j'avais pas fini ma question, en fait. Excusez-moi. Mais j'allais dire, parce que là, vous parlez beaucoup des RPA, des CHSLD, des résidences, mais les gens qui sont plus âgés, qui sont chez eux, qui suivent les consignes depuis le début et qui se sentent un petit peu oubliés là-dedans, qui aimeraient bien voir plus de monde, sortir plus de chez eux, mais qui ont 60 ans ou plus ou 70 ans ou plus. Mais là, je pense qu'on va les traiter de la même façon. Là. Je ne voudrais pas que les gens... Là, on parle des résidences pour personnes aînées dans la perspective où on les a beaucoup confinés, là, alors que les personnes qui sont à la maison ont peut-être décidé de rester chez eux, ce qui est correct, mais ils pourront faire les mêmes genres d'activités que les autres. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a personne qui a demandé à ce qu'il soit supervisé, par exemple, parce que la supervision aussi, des fois, est en fonction de l'autonomie des personnes. Mais là, dans les faits, je pense qu'il faut que les gens, tous les gens qui sont aînés doivent penser. On leur demande de ne pas faire de rassemblement, on leur demande de ne pas recevoir les petits-enfants à la maison, etc. Ça demeure. Mais leur vie en société peut revenir un peu plus à la normale. Il faut qu'ils respectent les 2 mètres, il faut qu'ils portent un masque, idéalement, quand ils vont sortir à l'extérieur. C'est ce qu'on va recommander. Pour ma deuxième question, oui. J'ajouterais peut-être qu'on a vu que dans certaines résidences, tu sais, les consignes, parfois, sont interprétées de façon différente. Alors, la supervision se faisait dans le garage, là. Les personnes âgées marchaient dans le garage. C'est pas un endroit, là. C'est pas... Alors, c'est la raison pour laquelle il faut laisser aussi sortir les personnes de 70 ans et plus. Et à une époque, peut-être pas si longtemps, on connaissait peut-être pas autant le virus. Maintenant, on le connaît. On connaît la gravité, on a assimilé les mesures de distance sociale, les mesures aussi d'hygiène. Alors, je crois qu'on est rendu là parce que sinon, ça va causer beaucoup plus de problèmes psychologiques et des problèmes de santé mentale. Oui. Monsieur Legault, cette semaine, même si les enseignants ont été ajoutés à la liste du personnel d'urgence, il y a plein d'enseignants qui n'ont pas eu de place en garderie cette semaine et on prévoit que la semaine prochaine, il y a plein aussi de gens qui sont supposés retourner dans le milieu de travail, puis qui devraient avoir accès aux garderies, qui n'auront pas de place. Qu'est-ce que feront ces gens-là?
s'ils ne peuvent pas retourner au travail parce qu'ils ont des enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, quand je disais tantôt avoir de la souplesse, on est en train. Cette semaine, techniquement, les services de garde, la seule augmentation qu'on a faite, c'est pour le personnel enseignant. La semaine prochaine, il va y avoir une beaucoup plus grande ouverture en région des services de garde. Donc, ça devrait nous permettre de régler la majeure partie des cas d'enseignants qui n'ont pas été capables de se trouver une place pour leur enfant en garderie. Donc, ça va se faire graduellement, là. Même dans les écoles, on a dit on pourra le faire sur 3 jours. Moi, je pense qu'on va trouver des solutions à ces problèmes-là. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Madame Blais, vous avez dit récemment qu'il fallait prendre une responsabilité collective pour ce qui se passe dans les CHSLD. Vous avez notamment ciblé l'organisation du travail depuis une vingtaine d'années, les salaires, etc., la façon dont ça se passe dans les CHSLD. Vous avez été nommé ministre en 2007, ministre des Aînés en 2007 pour la première fois. Quand avez-vous commencé à dénoncer cette situation-là? Et est-ce que dans les gouvernements dans lesquels vous avez été, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'améliorer la situation que vous aviez constatée à l'époque dans les CHSLD? Tout d'abord, M. Lacroix, je vais prendre ma part de responsabilité. Je suis ministre responsable des Aînés. Le premier ministre s'est excusé au nom du gouvernement. Je suis membre du gouvernement et je prends ma part de responsabilité. Dans un précédent gouvernement, j'avais pas mal les pieds et les mains liés par rapport à tout ce qui touche les milieux d'hébergement, parce que c'était la responsabilité du ministre de la Santé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allée dans ces milieux-là, que je n'ai pas constaté, que je n'ai pas parlé. Mais ça prend une volonté gouvernementale. Ça prend beaucoup plus qu'une personne qui parle des milieux, puisqu'il y a tout un enjeu économique autour de ça. Vous le savez, j'ai cessé la politique et je suis revenue. Je suis revenue parce que j'ai découvert un homme qui avait le goût de changer les choses par rapport aux aînés. Les CHSLD ont toujours été les enfants pauvres du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le temps que ça change. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Il y a même Mme Marois qui, dans un article, a mentionné que c'était l'ensemble des gouvernements. D'une certaine façon, les gouvernements précédents qui n'ont pas agi substantiellement. Quand un gouvernement annonce qu'il va reconstruire 2500 places, 25 CHSLD, développer 2600 nouvelles places avec 2,6 milliards de dollars, investir pour cette année seulement 380 millions de dollars supplémentaires pour le maintien à domicile, quand le gouvernement décide qu'il veut soutenir les proches aidants, quand le gouvernement décide qu'il veut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires qui n'avait pas de sens parce qu'on s'occupe des plus vulnérables, c'est parce qu'il y a une volonté. C'est la volonté du premier ministre du gouvernement du Québec, mais c'est aussi la volonté des collègues. Président du Conseil du Trésor, ministre des Finances, ministre de l'Économie. Oui, ça prend des sous pour changer de paradigme, pour changer la machine, le gros bateau de côté, mais c'est quelque chose qu'on va faire. C'est pour ça que je suis là. Je me retrousse les manches. Cette situation-là qu'on vit internationalement, mondialement, devrais-je dire, mais qu'on vit ici au Québec beaucoup actuellement, fait en sorte qu'on ne pourra jamais revenir en arrière et qu'avec le gouvernement de M. Legault, on va aller encore plus vite et qu'on va faire les choses correctement. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous venez de dire. En fait, à l'époque, vous aviez quitté le cabinet de M. Couillard et c'était dans une période où il y avait une certaine austérité financière. Est-ce que vous croyez que les CHSLD ont été victimes de l'austérité financière de certains gouvernements? Tout à fait. Quand je dis que les CHSLD ont été les mal-aimés, c'est parce qu'on a laissé ces milieux-là. Il y a des CHSLD qui ont 25 ans. Des CHSLD où les gens, il y en avait 2 par chambre, 3 par chambre. J'en ai encore visité de ces milieux-là. Alors, c'est normal que l'infection se répande plus rapidement. On n'est pas capable d'isoler les personnes autant.
On a été obligé de développer des zones rouges, des zones chaudes, des zones froides, des zones tampons à l'extérieur des milieux. Ça ne veut pas dire que tous les CHSLD au Québec sont vétustes, mais il y en a plusieurs. Il faut les refaire, mais il faut les refaire différemment. Il ne faut plus que ce soit des milieux hospitalo-centriques. Il faut que ce soit des milieux qui deviennent des milieux de vie. On parle de milieux de vie, mais est-ce que nos CHSLD sont véritablement de milieux de vie? Je pose la question, puis je vous donne la réponse en même temps. Mais pour ça, il faut avoir du personnel aussi bien rémunéré et offrir des conditions de travail à ce personnel-là, parce que les gens qui travaillent dans nos établissements ont aussi une famille. Ils doivent pouvoir prévoir leur vie. Il faut qu'il y ait une prévisibilité par rapport au travail. Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Madame Blais, je vais faire un peu de pouce sur ce que mon collègue Lacroix vient de dire. Vous avez fait une tournée des CHSLD. Vous avez fait le tour, vous êtes allé toutes les voir. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir agi assez vite pour donner de l'air dans les CHSLD? Parce que c'est beau de construire des nouveaux bâtiments, mais ce qui manque, c'est des bras. Il en manque encore des bras aujourd'hui, là, hein? On en cherche beaucoup, on en cherchait. Il y a une vingtaine d'années, dans nos CHSLD, la population qui était hébergée ne correspond pas à la population qui est hébergée aujourd'hui. Ce sont véritablement les personnes les plus vulnérables. Je l'ai mentionné, 80 des personnes hébergées ont la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, les troubles neurocognitifs sévères. Ce sont des missionnaires qui travaillent dans ces milieux-là. On est à la recherche de missionnaires. Et pour ça, le premier ministre le dit souvent. Il faut leur offrir des conditions de travail, en particulier pour les préposés, des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une rétention de personnel et aussi leur offrir des postes permanents. On a besoin de permanence. Et l'une des choses qui s'est passée par rapport à, je dirais, le Grand Montréal et avec la COVID-19, c'est que ça prend du personnel dédié. On peut plus faire en sorte que le personnel se promène d'un établissement à un autre. Ça prend du personnel dédié et ça prend aussi une autonomie au niveau du matériel médical. Et ça, on va travailler là-dessus parce que ça nous prend le matériel médical. S'il arrive un autre virus, on sera prêt pour être en mesure de l'affronter avec tout le matériel, le personnel dédié, des établissements qui seront modernes et aussi on va travailler vraiment en amont parce que la clé du succès, c'est le maintien, les soins et les services en domicile, dans les villes et dans les villages du Québec. J'ajouterais, M. Laforêt, la façon que je vois la situation, c'est que les CHSLD ont été sous-financés pendant plusieurs années. Quand Marguerite Blais a accepté mon invitation de venir à la CAQ, on a pris l'engagement de mieux financer les CHSLD. Dans les budgets, depuis 1 an et demi, on a augmenté de façon importante le financement des CHSLD. Par contre, là où je prends une responsabilité, puis tout notre gouvernement prend la responsabilité, c'est qu'on a laissé plusieurs postes affichés non comblés dans les CHSLD pour des raisons salariales. Et ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est que les conventions collectives se terminaient le 31 mars 2020 et que dans la négociation des nouvelles conventions collectives commençant le 1er avril 2020, on était pour bonifier la rémunération, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable de combler ces postes. Moi, si j'ai un reproche à me faire, puis c'est pas Marguerite, là, c'est l'ensemble du gouvernement, incluant les finances, le Trésor, la santé, services sociaux, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on aurait dû augmenter les salaires avant la fin de la convention collective? Je pense que c'est là peut-être s'il y a une erreur qui a été faite, c'est de ne pas bonifier plus rapidement. D'ailleurs, je vous dis qu'on a des négociations intensives actuellement pour bonifier la rémunération des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Il y a des négociations qui vont bien avec certains syndicats, il y en a d'autres qui vont moins bien avec d'autres syndicats. Moi, j'espère que très prochainement, on va
conclure une entente avec les syndicats pour mieux payer nos préposés aux bénéficiaires. Puis comme je l'ai déjà dit, si on n'y arrive pas, on va le faire d'une façon unilatérale. Un gouvernement a tous les pouvoirs d'augmenter les salaires de certains groupes d'employés avec ou sans le support des syndicats. Docteur Arruda, il y a des statistiques qui ont disparu et qui sont quand même assez importantes pour aujourd'hui pour comprendre la situation. Là. Dans le nombre de résidences actuellement, le CHSLD, résidences pour aînés, il y a combien de cas de COVID? Il y a des résidences où il y a des cas de COVID. Il y a combien de résidents qui sont atteints actuellement? Puis il y a eu combien de morts à l'extérieur des CHSLD? Parce que vous dites souvent que ça se passe dans les CHSLD, ce sont les gens qui sont plus vulnérables. Mais ces chiffres-là ont disparu. Là. Alors, je répète, combien de résidences où il y a des cas de COVID actuellement sur les 2600? Combien de résidents qui sont atteints? Combien de morts à l'extérieur des CHSLD, s'il vous plaît? Oui. On a actuellement 306 résidences qui ont des cas de COVID-19. Il y a 4 804 résidents qui sont actuellement avec la COVID-19. Et c'est moi qui ai demandé de retirer le tableau, pas parce que je veux pas être transparent, parce que les données sont pas bonnes, sur les résidences qui ont plus que 15 des résidents avec des cas confirmés. Il n'y a pas eu une mise à jour de fait pour les cas qui sont toujours actifs. Donc, on y travaille. On me dit qu'au plus tard, au début de la semaine prochaine, on pourrait mettre ces chiffres-là à jour. Dès que je vais avoir les chiffres, on va les rendre disponibles, puis on va être complètement transparent. C'est que pour l'instant, la mise à jour n'a pas été faite dans les résidences pour le pourcentage de cas qui sont COVID. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Deux précisions concernant le retour des proches aidants dans les milieux de soins. D'abord, est-ce que ça s'applique aux centres hospitaliers où il y a des gens qui peuvent être hospitalisés pour une longue période de temps, que ce soit lié à la COVID ou pas? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir la visite de proches aidants dans les centres hospitaliers? Et qu'en est-il des équipements de protection pour les proches aidants? On sait qu'il y a eu... on est passé proche de la rupture de stock il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il y a suffisamment d'équipements pour s'assurer que tous ceux qui vont aller dans ces résidences-là ou dans les CHSLD vont être bien protégés de la tête aux pieds? Mais quand on parle de proche aidant, c'est le proche aidant significatif. Quand on parle, par exemple, en CHSLD ou en ARI, c'est la personne qui vient régulièrement. C'est pas une personne qui vient faire une visite là, de temps à autre, là, aux 6 mois. C'est vraiment la personne qui vient pour nourrir son proche, pour lui donner de la tendresse, pour le ou la coiffer, pour passer un peu de temps. Et vous le savez, en CHSLD, c'est 10 % des familles qui visitent les personnes hébergées. Donc, de ce 10 %-là, bien, c'est peut-être pas l'entièreté du 10 %, mais c'est une partie du 10 % de ces proches-là qui pourront aller en CHSLD. Concernant les hôpitaux, je laisserai peut-être la réponse au Dr Arruda. Dans les faits, les règles de visite vont s'appliquer comme telles. Je pense qu'en milieu de soins aigus, le personnel arrive à donner des soins, mais j'imagine que ça va être dans une perspective des visites habituelles. Puis si jamais les personnes sont atteintes puis qui doivent être visitées, il y a des protocoles d'habillement, etc., qui sont mis en place. Je poursuivrai en disant que le docteur David Lucier, qui est gériatre là, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, va faire une vidéo où, dans cette vidéo, il va expliquer comment on se protège quand on va visiter son proche dans un milieu de vie. Et il va aussi expliquer comment on se prépare psychologiquement. Parce qu'il y a peut-être certains proches qui iront dans des CHSLD et que la situation sera très différente de ce qu'elle était au préalable, là, avant la COVID-19. Donc, on veut aussi préparer le proche et cette vidéo sera accessible. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous avez renouvelé votre appel aux Québécois pour prêter main forte dans les CHSLD. Hier, vous évoquiez la présence de 350 soldats qui étaient déployés. Or, il y a à peu près 2 semaines qu'on avait évoqué l'armée pour la première fois. Si je me souviens bien, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de soldats que ça. Là, on avait parlé d'1 millier de soldats, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'il y a des écueils particuliers avec l'armée canadienne? Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'atteindre ce chiffre-là depuis 2 semaines?
Bien, il faudrait poser la question au gouvernement fédéral ou à l'armée canadienne. Nous, on est prêt à les accueillir le plus rapidement possible. On nous dit qu'il y en a un autre 250 qui devrait venir bientôt. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu de confirmation sur les 1000. Pour être plus rapide. Merci. On va maintenant passer aux questions en anglais. We'll start today with Phil Autier, Montreal Gazette. Bonjour. Pour le Dr Arruda, nous regardons les chiffres à Montréal. Nous avons maintenant 6 arrondissements avec plus de 1000 cas. Et ça, c'est dans la région de Montréal. Pouvez-vous nous mettre à jour sur ce qui se passe avec le nombre de décès, le nombre de cas qui sont toujours en augmentation? Vous voulez le nombre de décès à Montréal? Oui. Et une explication pourquoi ça continue de monter, le docteur. Bon, alors laissez-moi regarder les chiffres. Donc, 78 hier. En fait, c'est relié, savez-vous, comment pourrais-je dire, avec ce qui se passe dans les CHSLD. À Montréal, les éclosions, selon nos meilleures hypothèses, c'est que en premier, ça a été des gens qui revenaient de New York, car il y a eu des éclosions dans certaines communautés montréalaises. Ensuite, il y a la question des CHSLD. Donc, des travailleurs de la santé qui allaient dans plusieurs résidences et cela a probablement aidé à transférer le virus d'un milieu de vie à un autre et un troisième et ainsi de suite. Et cela explique un peu ce qui s'est passé à Montréal. Nous savons maintenant que les gens peuvent être contagieux 6 jours avant l'apparition des symptômes. Alors cela, ça devient une tempête parfaite. Il y a des gens vulnérables, ceux qui ont plus de 80 ou plus de 70 ans, les gens qui ont d'autres maladies déjà existantes, et donc cela de concert avec le problème d'effectifs qui a travaillé comme un facteur d'accélération de la contagion dans ces milieux-là. Nous sommes à même de procéder à des analyses, à savoir est-ce qu'il y a eu beaucoup de transmission communautaire à Montréal? Peut-être un peu, oui, mais en relation avec ces éclosions et avec ces voyages de New York, surtout entre Montréal et New York. Question pour M. Legault. On dirait, M. Legault, qu'il y a une certaine confusion en ce qui a trait à ce qui se passe pour l'année scolaire. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît, est-ce que les jeunes doivent faire le travail qui est sur le site École ouverte? Est-ce qu'ils auront des notes là-dessus? Réponse. Bon, à partir de la semaine prochaine, tous les services seront offerts pour les enfants des enseignants, donc les garderies et tout cela. Ils pourront donc prendre plus de contact avec leurs élèves, ceux qui sont à la maison. Et nous attendons aussi à ce que les élèves qui finissent la secondaire, qu'ils pourront aller au cégep en septembre. Donc, pour les gens qui reviennent au secondaire, peut-être il y aura du rattrapage en septembre. Mais pour ceux qui terminent leur secondaire, nous voulons qu'ils puissent aller au collège, au cégep en septembre. Question. Il y avait une certaine confusion sur les proches aidants. À la mi-avril, qu'est-ce qui vous a forcé à changer les règles? Est-ce que c'est en lien avec la confusion ou est-ce que c'est parce que vous avez entendu parler de tellement d'histoires de ces aînés qui mouraient seuls au Québec? Réponse. Écoutez, c'est que nous avons essayé de sous-peser la meilleure solution. Et pour l'instant,
c'est d'offrir le droit aux proches aidants de pouvoir se rendre voir quelqu'un qui vit en CHSLD ou en ressources intermédiaires ou quoi que ce soit, les milieux de vie. Nous disons au revoir aux téléspectateurs de la première chaîne. Nous continuons sur RD. Voyez. Nous avons annoncé, c'est que les gens qui étaient responsables des résidences, si eux pensaient que c'était une bonne idée d'obtenir de l'aide des proches aidants, ils avaient le feu vert. Aujourd'hui, ce que nous annonçons, c'est très différent. Tous les proches aidants ont le droit de voir leurs proches dans ces résidences. Et si une résidence refuse ce droit d'accès, ils auront à le justifier auprès du ministère. Voilà, on change la donne. Maintenant, on dit aux proches aidants, vous avez le droit de voir votre proche. Et les résidences doivent accueillir les proches aidants. Et sinon, nous voulons savoir pourquoi. Voyez-vous la nuance? À l'époque du 14 avril, c'était plutôt d'aider les résidences qui voulaient avoir cette aide. Question, mais il y a eu des refus, n'est-ce pas? Réponse, oui, on a vu que beaucoup de résidences pensaient que ce serait plus de troubles que d'aide. C'est vrai. En fait, nous voulions la même chose, mais l'observation, c'était que le faire de cette façon-là, oui, c'est ça, ne fonctionnait pas. Notre plan n'a pas fonctionné, celui du 14 avril. Donc, nous voulions que les parents et les enfants voulaient avoir accès l'un à l'autre. Le docteur Carman veut s'assurer que les enfants et ceux qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec de l'autisme ou d'autres situations puissent être en contact avec leur famille. Je voulais juste m'assurer que les gens comprennent que quand il est question de RPA et RTF, cela inclut également les jeunes qui veulent voir leurs parents et maintenir le contact avec leur famille, même s'ils sont dans un milieu de vie. Et pour les aînés dans les résidences privées, vous évaluez le risque de la COVID contre le risque de la souffrance, de la tristesse de cette solitude imposée. Parfois, vous avez pensé que ça allait trop loin, mais avez-vous une crainte d'un ressac si vous reprendre le confinement après? Réponse. Savez-vous, ce que nous observons, c'est l'impact sur la santé mentale, le physique, le stress sur les personnes aînées. C'est le cas pour les jeunes adultes et les enfants et les adolescents aussi. Chacun est dérangé psychologiquement par le confinement. On ne peut pas confiner les gens trop longtemps. Il y a des études sur les changements cérébraux. Il y a des données, savez-vous, non seulement l'infection, mais aussi l'impact. Bon, chacun comprend que le virus est sérieux. En mars, en avril ou avant, les gens n'étaient pas conscients. On n'avait pas eu tant de décès partout. Cela nous a alarmés. Je pense que les gens sont intelligents, les gens vont respecter la nouvelle norme. Donc, j'estime que fondé sur l'équilibre à trouver entre l'impact sur la santé mentale, il y a des gens qui ont arrêté de manger, qui veulent mourir, qui ne veulent pas vivre ce confinement, cet isolement. Il y a eu des suicides. Donc, je crois que c'est pire que de laisser sortir les gens. On ne peut pas être confiné. On va virer fou si on le fait pendant des mois et des mois. Et les aînés vont perdre la marge d'autonomie qu'ils avaient. Et surtout ceux qui étaient autonomes perdent leur autonomie parce qu'ils ne sont pas stimulés. Question.
Est-ce que ces nouvelles règles vont s'appliquer également aux aînés qui ont plus de 70 ans et qui vivent dans leur propre résidence? Est-ce qu'ils pourront aller faire des emplettes, par exemple? Réponse. Oui, les droits sont les mêmes. Où qu'ils vivent, à moins qu'il y ait une éclosion. Si vous êtes malade, vous n'avez pas à sortir. Mais si vous êtes en bonne santé, vous pouvez sortir comme les autres, indépendamment de l'âge. Sur un autre sujet maintenant, question. Il y a ce médicament contre l'asthme, le Ventolin. Est-ce qu'il y a un risque de changer le Ventolin parce que vous avez voulu limiter la distribution du Ventolin? Réponse. Écoutez, ce n'est pas vraiment mon champ d'expertise. Vous parlez du changement de Ventolin? Oui, il y a des limites de distribution au Ventolin. Je pourrais peut-être obtenir la réponse pour demain. Je vais consulter mon personnel, mais c'est probablement parce qu'il y avait des problèmes de réserve. Les gens voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture. C'est un médicament qui est prescrit beaucoup, et donc je pense qu'on garde une certaine réserve pour les gens à risque. Donc, il y avait une précaution quant à la situation qui prévalait avec le virus. Mais dès que nous allons reprendre la vie normale, je pense qu'on pourra en distribuer davantage. Je peux même vous envoyer un courriel dès que j'ai l'information. Je vous remercie. 2 dernières questions. L'OMS exhorte les pays à vérifier leurs données pour des cas anticipés parce qu'il y avait des cas en décembre, tout près d'un mois avant qu'un pays ait confirmé son premier cas. Est-ce que le Québec fait enquête à cet égard ou a-t-il l'intention de faire enquête sur des cas anticipés, des cas prématurés, si vous le voulez? Réponse. Oui, je pense que c'est intéressant à examiner. Quel était le niveau de décès en janvier et en décembre? On va comparer. Est-ce qu'il y avait un excès de mortalité en comparant aux années précédentes? Et parfois, ces décès excédentaires sont un indicateur de nouvelles pathologies. Et ce sera une façon de comparer un pays à l'autre, car basé sur les collectes de données qui peuvent être différentes, ça peut changer les données. Mais avec un regard rétrospectif et les taux de mortalité d'une période à une autre, en les comparant, nous verrons s'il y avait des décès excédentaires statistiques que les modèles n'avaient pas prévus. Dernière question. Pourquoi les statistiques dans les CHSLD ont-elles été enlevées du site public? Est-ce qu'il y a un conflit sur leur précision? Réponse. C'est que nous vérifions les cas toujours actifs. C'est que nous avons affiché le nombre de cas confirmés, mais nous savons fort bien que soit certains sont morts ou d'autres n'ont pas la COVID-19 aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de nettoyer les données, si vous le voulez, et dès que ce sera disponible, nous les rendrons publiques, ces données-là. Merci. C'est ce qui complète pour cette conférence de presse. À bientôt.